Bonjour et soyez les bienvenus à ce webinaire de l'Université Afrique de l'AIE. Je m'appelle Rita Madeira, je suis officier du programme Afrique ici à l'Agence internationale d'énergie. Et aujourd'hui, nous aurons avec nous le plaisir d'entendre mon collègue François Brien vous parler du rapport des énergies renouvelables qui a été publié l'année dernière et sa mise à jour de 2022 jusqu'en mai. Avant de lui passer la parole en attendant que d'autres participants nous joignent, je vous parlerai un tout petit peu de cette initiative de l'Agence internationale d'énergie au AIE et aussi je vous donnerai un tout petit peu de contexte sur le sujet d'aujourd'hui avant que François nous en parle plus en détail. L'Agence internationale de l'énergie est une institution intergouvernementale qui est au cœur du dialogue mondial sur l'énergie et les transitions énergétiques. Nous sommes basés à Paris et nous comptons environ 300 employés et nous sommes en opération depuis à peu près 50 ans. L'agence couvre toutes les énergies et toutes les technologies afin de fournir des données impartiales, des conseils politiques et de soutenir la mise en œuvre des systèmes énergétiques qui seront sûrs, abordables et durables, et ceci dans le monde et aussi en Afrique. Ces trois volets d'activité de l'agence, donc de la collecte et traitement de données qui sont à la base de tous nos exercices de modélisation et nos analyses détaillées, sont un volet très important de notre travail. Nous comptons sur vous et sur notre réseau de pays partenaires, d'organisations partenaires pour continuer à mener ce travail très important. Deuxièmement, l'agence offre des conseils politiques, surtout en rassemblant des parties prenantes de tout le monde, y compris le continent africain, pour échanger, soit dans des sommets de haut niveau, mais aussi un comité technique, des sujets importants de stratégie politique et du contexte de l'énergie au niveau global. Troisièmement, nous travaillons fort sur la mise en œuvre de tous ces volets et aussi des activités de renforcement de capacité et de partage de connaissances comme celui que nous avons aujourd'hui et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cet échange et notamment avec le soutien de l'Union européenne, l'agence met en œuvre un programme de renforcement des capacités en statistique et modélisation énergétique pour 10 pays du continent. Et ceci comprend des formations dédiées pour chaque pays spécifique, pour chaque pays, chaque région qui fait partie du programme. En raison de la pandémie, nous avons surtout fait ces formations en ligne, mais cette année, nous sommes ravis d'être en mesure de pouvoir commencer à offrir ces formations sur place en personne et ça va augmenter encore plus les échanges. Nous sommes aussi ravis d'avoir avec nous une communauté d'experts africains dans le secteur de l'énergie, avec qui nous échangeons régulièrement entre experts, un partage de connaissances entre tous et qui nous enrichit tous. Ce travail bilatéral est très important aussi afin d'améliorer la qualité des données qui sont collectées par l'agence avec la coopération de tout notre réseau et qui est vraiment fondamental. Notre communauté est très active sur des groupes WhatsApp et LinkedIn. Si vous n'en faites pas encore partie, n'hésitez surtout pas à nous contacter afin qu'on puisse vous y joindre. Avant de passer la parole à François, je ferai juste quelques mots sur les tendances des marchés des énergies renouvelables et des points clés qui seront discutés plus en détail au cours de notre séance aujourd'hui. Je prendrai juste un moment pour vous dire que nous serons ravis de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour écrire vos questions, vos commentaires et nous serons ravis de répondre après la présentation de François. Donc, juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, le contexte actuel est très favorable aux énergies renouvelables et notre analyse a montré que malgré les défis persistants sur la chaîne d'approvisionnement induits par la pandémie, on est tous très au courant, et aussi les difficultés logistiques qui viennent avec, les prix élevés de matières premières, malgré tout ce contexte-là, les ajouts des capacités renouvelables ont encore battu un record en 2021.
Le contexte actuel des prix élevés de l'énergie pose bien sûr des difficultés dans le monde entier et aussi en Afrique subsaharienne. Et du coup, le potentiel du développement des énergies renouvelables offre aussi un potentiel important de réduction des prix et de la dépendance aux combustibles fossiles. Compte tenu de ce contexte-là, les deux questions clés qu'on a identifiées pour donner du contexte à notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que les sources d'électricité renouvelable vont-elles être capables de défier cette crise énergétique mondiale et continuer de se développer malgré toutes les difficultés et du contexte actuel politique et macroéconomique. Et deuxièmement, est-ce que la croissance de la demande des biocarburants reprendrait-elle son rythme historique, notamment en raison des prix actuels élevés? Pour répondre à ces questions et nous montrer des données un peu plus détaillées et chiffrées, je passe la parole à François pour qu'il puisse nous parler de tout cela. François. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et pour me donner l'occasion de présenter un petit peu les conclusions de nos analyses sur la situation des marchés et de l'énergie renouvelable. Alors, je vais mettre ma présentation. Est-ce que vous pouvez la voir? Très bien. Alors, je vais commencer cette présentation de notre rapport sur les énergies renouvelables en vous parlant du secteur électrique tout d'abord. Alors, en faisant un petit point déjà sur la situation et sur les évolutions récentes. Donc 2020 a été une année de forte croissance pour les énergies renouvelables, malgré des bouleversements liés aux mesures politiques de gestion de la pandémie de Covid-19. Cette croissance en 2020, compte tenu du contexte particulier, a montré la résilience des marchés des énergies renouvelables. Et puis, on peut noter en 2020 qu'il y a eu un rôle particulièrement important aussi joué par l'évolution des politiques en Chine. On voit qu'il y a eu un bond exceptionnel à la fin de l'année 2020 dans le développement de l'éolien terrestre du fait de l'expiration d'une subvention et qui a fait que les développeurs en Chine se sont empressés de connecter leurs projets avant que le système de subvention expire. Après, pardon. 2020. Et après, donc, en 2021, nos données indiquent qu'il y a une augmentation de la puissance renouvelable installée de 295 gigawatts, soit une croissance de 6% des installations annuelles par rapport à 2020. Et cela, malgré un contexte toujours difficile entre l'allongement des délais d'approvisionnement et de construction liés aux mesures de lutte face à la pandémie, malgré la hausse spectaculaire du prix des matériaux et des équipements également. La puissance installée en 2021 pour l'éolien est inférieure de 17% à celle qui est installée en 2020, notamment du fait de l'évolution des politiques chinoises que je mentionnais juste avant. Mais cette baisse est compensée par une accélération du développement du solaire photovoltaïque et de l'électricité, si bien qu'on a une croissance au niveau global. En ce qui concerne tout ce qui est biomasse, solaire à concentration et géothermie, le rythme de progression au cours de l'année 2021 était sensiblement le même qu'en 2020. Alors, en 2021, toujours, la Chine a représenté presque la moitié des nouvelles capacités installées, à peu près 46%. Et l'Union européenne était le second plus gros marché avec le photovoltaïque qui représente la majorité de la croissance grâce à des systèmes d'appel d'offres ainsi que des mécanismes de soutien pour les installations décentralisées. En Afrique, la croissance des renouvelables a repris en 2021 avec notamment en Afrique du Sud la mise en service de projets éoliens et photovoltaïques lauréats de précédents appels d'offres. Alors maintenant, en ce qui concerne l'année 2022, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, l'accélération des installations de capacités renouvelables devrait se poursuivre en 2022 avec une croissance attendue de 8% de la puissance installée de renouvelables au cours de l'année, soit plus de 300 gigawatts de nouvelles capacités installées dans l'année. Pour l'éolien terrestre, les installations avaient baissé de près d'un tiers en 2021 au niveau mondial, suite au bond observé en Chine en 2020, mais elles devraient augmenter légèrement et atteindre près de 80 gigawatts en 2022.
Les installations d'éolien offshore pourraient quant à elles être près de 40% en dessous des niveaux de 2021, parce que 2021 avait vu une croissance exceptionnelle, une multiplication par 4 des installations en Chine, notamment du fait de l'anticipation de la fin du système de subvention pour l'éolien offshore. Et puis, le solaire photovoltaïque devrait représenter près de 60% des nouvelles capacités installées renouvelables au niveau mondial en 2022, avec une croissance de 25% des installations par rapport à l'an passé. Donc, on devrait atteindre plus de 190 gigawatts d'installations photovoltaïques sur 2022. Et la plus grande partie de ces projets sont des projets utility scale, enfin des projets à grande échelle. Alors, nos prévisions ont été globalement revues à la hausse, donc par rapport à nos estimations de la fin de l'année passée, mais pas pour toutes les régions, pas pour tous les pays. On voit que la Chine représente la majorité de nos révisions à la hausse depuis notre dernier rapport pour 2022 et pour 2023, et malgré la fin des incitations renouvelables qui a eu lieu l'an passé. Alors, la croissance en Chine repose sur plusieurs facteurs. D'abord, il y a les coûts du PV et de l'éolien qui sont désormais plus bas que ceux du charbon dans la majorité des provinces, donc ça rend les énergies renouvelables particulièrement compétitives. Ensuite, le gouvernement a annoncé 450 gigawatts de projets éoliens onshore et de photovoltaïque à grande échelle, dont 100 gigawatts dont le développement devrait commencer à partir de 2022. Il y a aussi eu la mise en place d'une subvention exceptionnelle de 60 milliards de dollars pour 2022, donc ça procure des fonds pour de nouveaux projets. Et puis, en l'absence de subventions nationales, les gouvernements provinciaux proposent aussi des incitations fiscales et l'accès au financement facilité pour les projets renouvelables. Alors, en Union européenne aussi, on voit que notre forecast a été révisé un petit peu à la hausse. Le photovoltaïque représente la majorité de cette révision à la hausse, notamment du fait de l'implémentation accélérée de politiques en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie et en France. Mais par contre, l'éolien terrestre est revenu un petit peu à la baisse du fait de difficultés dans les procédures d'autorisation de projet, notamment en Allemagne, en Pologne et en Italie. Alors, il y a aussi au Brésil un système de net metering qui devrait donner lieu à une accélération du développement du photovoltaïque décentralisé, ce qui supporte aussi la croissance en Amérique latine. Aux États-Unis, par contre, notre prévision a été revue un peu à la baisse, notamment du fait des incertitudes sur le maintien des incitations à l'éolien et au solaire. Il y a plusieurs politiques qui ont été proposées, mais qui doivent encore être approuvées par le Sénat. Donc ça donne un petit peu d'incertitude, qui s'ajoute par ailleurs aux récents changements dans les politiques commerciales des États-Unis qui posent des contraintes d'approvisionnement pour les équipements photovoltaïques, notamment en polysilicone, pour les développeurs aux États-Unis. Voilà. Alors, la Chine, donc, pour 2022-2023, devrait représenter environ 45% des nouvelles capacités installées sur cette période, avec donc la mise attendue de plus de 140 gigawatts de renouvelables par an en moyenne, et donc une bonne partie de ces projets qui seraient des projets photovoltaïques. En Union européenne, la croissance est quant à elle stimulée par des appels d'offres des années passées, ainsi que par le maintien des incitations pour les projets de photovoltaïque décentralisés. Et elle est guidée par ailleurs par des objectifs de déploiement assez forts, avec une volonté annoncée aussi de réduire la dépendance de l'Europe face aux importations de gaz russe, qui, elle, par contre, ne se traduira que de façon assez limitée dans nos prévisions, puisqu'il y a des délais d'au moins 18 mois pour les projets à grande échelle, et notre horizon de prévision n'est qu'à 2023. Aux États-Unis, les additions de nouvelles capacités devraient en principe ralentir un petit peu sur 2022-2023, du fait notamment du manque de visibilité dont j'ai parlé juste avant concernant la prolongation des mécanismes de soutien, et notamment des systèmes de production tax credits, aussi sur le niveau de soutien. Et puis, par ailleurs, toujours donc, sur les mesures commerciales qui ont lieu sur l'approvisionnement en modules photovoltaïques, et qui, du coup, mènent à des prix supérieurs
des prix de marchandises et de matières intermédiaires supérieurs également. Voilà. En Inde, la croissance devrait s'accélérer du fait de certains projets qui ont été reportés, qui ont été retardés dans les années précédentes et qui devraient maintenant donc, venir en ligne. Mais il y a encore des difficultés importantes liées à la situation financière des entreprises de distribution qui pourraient mener à des annulations de projets. Et puis, en Moyen-Orient et en Afrique, c'est vraiment le développement du photovoltaïque qui domine la croissance. Et avec le coût décroissant des systèmes, la bonne ressource aussi en solaire et des conditions de financement qui peuvent être assez favorables et intéressantes avec des économies d'échelle qui peuvent rendre au Moyen-Orient notamment les projets solaires particulièrement attractifs. Aussi en Afrique subsaharienne, tout ce qui est support de la part des banques de développement et des garanties de la part de certains gouvernements pour les grands projets photovoltaïques, éoliens et hydroélectriques contribuent aussi à la croissance dans ces régions. Alors, la Chine devrait dépasser l'Europe en termes de capacité de renouvelables. Elle devient la première région en termes de capacité d'éolien offshore. Et du fait des échéances de politique de soutien à l'éolien offshore en 2021, il y a un triplement de nouvelles installations d'éolien offshore cette année-là, parce que les développeurs se sont dépêchés de mettre en ligne leur projet pour pouvoir toucher ces subventions pendant qu'elles existaient encore. Et ça conduit à une croissance assez rapide. La capacité globale d'éolien offshore devrait quant à elle atteindre 75 gigawatts en 2023, et notamment grâce aux appels d'offres qui ont lieu en Europe, et puis à des politiques de soutien, non pas au niveau national, mais au niveau provincial en Chine. Alors, concernant l'Afrique subsaharienne plus spécifiquement, la croissance des renouvelables, le gros de la croissance devrait venir du photovoltaïque, notamment en Afrique du Sud, et de l'hydroélectricité, en particulier en Éthiopie et en Tanzanie. Le déploiement des énergies renouvelables est assez limité dans les autres pays, du fait entre autres de l'instabilité de certaines politiques de soutien et des politiques un peu stop and go, qui créent de l'incertitude pour les investisseurs, et puis aussi du fait de certains régimes de propriété foncière qui peuvent rendre l'accès au foncier difficile pour le développement de certains projets. Alors, en ce qui concerne le photovoltaïque, l'Afrique du Sud reprend vraiment le gros de la croissance du photovoltaïque dans l'ensemble de la région de l'Afrique subsaharienne, du fait notamment de la mise en service de projets issus d'appels d'offres précédents, et puis malgré les impacts des mesures sanitaires qui ralentissent quand même un peu le développement. Alors, un certain nombre de projets devraient aussi voir le jour au Kenya et en Éthiopie, et il y a un certain nombre d'innovations réglementaires qui ont pu être observées, notamment avec l'inclusion des droits d'accès aux fonciers dans les appels d'offres, et puis aussi, par ailleurs, la baisse des coûts des technologies qui contribuent à atténuer les obstacles économiques. Mais les risques financiers associés au projet sont encore présents, et ça pourrait donc limiter leur développement accéléré. On voit par ailleurs que le secteur privé commence à participer de plus en plus au développement des renouvelables, notamment en Afrique du Sud, parce que des entreprises essaient de diversifier leur approvisionnement énergétique et puis aussi de réduire leurs coûts. Et puis, on pourrait noter aussi comme possible accélération du développement à confirmer en Afrique du Sud le Integrated Resource Plan, qui inclut des objectifs ambitieux pour le photovoltaïque et qui pourrait donc contribuer à l'accélération du développement du photovoltaïque à l'avenir. En ce qui concerne l'éolien, c'est encore porté plutôt par des projets issus d'appels d'offres en Afrique du Sud, et puis avec l'addition d'autres projets qui ont été sponsorisés par les gouvernements ou par les entreprises énergétiques, par les énergéticiens. Au Kenya, il y a un projet de 100 MW qui a été mis en service en 2020, et puis
en Tanzanie, un projet de 2,4 MW qui s'est connecté également en 2020. Et puis pour le moyen ou long terme, en Éthiopie et en Tanzanie, on a des appels d'offres qui devraient normalement donner lieu à une croissance plus accélérée. Il y a aussi des difficultés liées à certains besoins d'infrastructure. On peut voir par exemple qu'au Kenya, il y a un projet qui a nécessité le développement de 17 km de lignes de transmission. Et donc, le développement de ces infrastructures-là a retardé la mise en service du projet. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi freiner un peu le développement. Et donc, compte tenu de la taille des projets, de la nécessité de ces infrastructures de connexion du réseau, par exemple, le futur est un petit peu incertain pour ces projets-là. Alors, au niveau mondial, maintenant, si on revient au niveau mondial, on observe que l'inflation atteint aussi beaucoup les renouvelables, avec une hausse des prix qui se reflète dans les technologies renouvelables. En mars 2022, par rapport à 2021, le prix du polysilicone a été multiplié entre début 2021 et mars 2022, le prix du polysilicone a été multiplié par plus de 4, le prix de l'acier a augmenté de 50%, le prix du cuivre de plus de 70%, le prix de l'aluminium a été multiplié par 2, et le prix des transports a été, dans certains cas, multiplié par plus de 5. Et c'est l'augmentation vraiment rapide se retrouve répercutée ensuite dans les coûts de production et donc dans les prix, si bien qu'on observe un retournement de la tendance de long terme sur l'ensemble de la décennie précédente, une tendance de baisse des coûts du PV et de l'éolien, et cette tendance-là s'est arrêtée du coup en 2021 et 2022. Et on estime que par rapport à 2020, le coût total d'investissement pour des centrales PV ou éoliennes sont en moyenne de 15 à 25 plus élevés en 2022 par rapport en 2020. Donc, ce n'est pas négligeable. Et puis, alors, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui contribue à cette augmentation du coût d'investissement? Eh bien, il y a le transport des équipements, qui est le plus gros facteur de hausse des coûts pour l'éolien terrestre. Et pour le photovoltaïque, c'est un peu plus réparti entre les coûts de transport, d'une part, et puis aussi l'augmentation du coût des matières premières, notamment pour les silicones, et puis différents métaux, heureusement, cuivre, etc. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Eh bien, il faudrait tout de même nuancer un petit peu ça, parce que bien que la hausse des coûts des renouvelables est quand même importante dans l'absolu, on dit 15-25% pour le coût d'investissement, cette hausse-là, pour le moment, n'affecte pas trop la compétitivité prix des renouvelables, parce que le prix des énergies fossiles et l'électricité a augmenté encore plus rapidement depuis le dernier trimestre de 2021. Les prix de l'électricité ont augmenté dans beaucoup de régions, et notamment là où le prix de marché de gros est fixé par merit order, c'est-à-dire par le coût marginal de la production en gaz le plus souvent. Et c'est par exemple le cas en Union européenne, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, par exemple, où les prix de gros ont été multipliés par plus de 6 en moyenne, comparé aux valeurs moyennes de 2016 à 2020 sur les 6 derniers mois. Si bien qu'on voit que même les prix les plus élevés pour les contrats signés pour l'éolien terrestre et pour les projets utility scale de photovoltaïque, sur les 5 dernières années, les prix les plus élevés en fait restent en dessous des prix de gros qui ont été observés sur les 6 derniers mois. Donc, de ce côté-là, les renouvelables restent compétitifs. Oui, compétitifs. Et cette stabilité contribue à la sécurité énergétique. Alors, maintenant, on a fait un petit peu un aperçu rapide des évolutions dans le secteur de l'électricité. Maintenant, je vous propose d'aborder le secteur des agrocarburants. Alors, au niveau des agrocarburants, en 2020, on a constaté une baisse de l'ordre de 8% de la consommation d'agrocarburants, notamment du fait des restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, aux restrictions de transport. Et en 2021, on observe un rebond. La demande mondiale d'agrocarburants a atteint 155 milliards de litres, et soit à peu près le niveau de 2019. On a à peu près retrouvé les niveaux d'avant-crise.
Mais ce rattrapage n'est pas à l'identique pour tous les carburants. La demande d'éthanol reste un petit peu en dessous des niveaux de 2019, mais la demande de diesel renouvelable, par contre, elle a très fortement cru depuis 2019, et puis on se retrouve à un niveau de demande au-dessus par rapport à 2019. Et en 2022, la demande devrait croître de 5% par rapport à l'année précédente. Alors, les États-Unis représentent la plus grosse partie de la croissance pour les agrocarburants, avec une demande qui va croître de 6% en 2022 par rapport à 2021, et notamment parce que grâce à l'implémentation de normes de carburant bas carbone en Californie et de normes de carburant renouvelable aussi, de taux d'incorporation le crédit d'impôt pour l'incorporation de biodiesel aussi. Voilà, en Europe, la demande d'agrocarburants devrait aussi croître de 6% en 2022 par rapport à 2021. Il y a des politiques au niveau national qui devraient supporter cette croissance-là. Et puis aussi, par contre, la demande pour les agrocarburants devrait ralentir à partir de 2023, notamment aussi du fait des gains d'efficacité énergétique et de la croissance de la flotte de véhicules électriques, qui pourrait être plus rapide que l'effet des politiques de support aux agrocarburants. Donc voilà, on voit que l'éthanol et le diesel renouvelable constituent l'essentiel de la croissance en 2022, et que cette croissance-là de la demande est liée en grande partie à l'augmentation de la demande d'essence avec la reprise des activités de transport et à la mise en place de taux d'incorporation réglementaire en Inde qui stimule aussi la consommation d'éthanol en 2022. Et pour la consommation de diesel renouvelable, donc cette consommation de 20% aux États-Unis, sous l'effet de plusieurs politiques de soutien, notamment donc, les normes de carburant bas carbone en Californie et puis les normes sur les carburants renouvelables et les crédits d'impôt au niveau fédéral pour l'incorporation de biodiesel, comme je disais juste avant. Alors, les prévisions de croissance des agrocarburants sont quand même revues à la baisse par rapport à nos estimations de début de l'année. Le Brésil représente la majorité de cette révision à la baisse de la demande, et notamment du fait d'une moindre demande de carburant pour le transport. On a aussi revu à la baisse notre prévision pour la demande aux États-Unis, avec une demande pour l'essence et le diesel qui est attendue de 1,5% à 2% inférieure à la prévision initiale du mois de janvier, et ce qui, du coup, mécaniquement entraîne une moindre consommation d'éthanol et de diesel renouvelable du fait des taux d'incorporation. Et dans la région Asie-Pacifique, on estime que la demande d'agrocarburants sera 36% inférieure en 2022 par rapport à ce que l'on estimait au mois de janvier. Et l'Indonésie représente la plus grosse partie de cette révision à la baisse, puisqu'on s'attendait à une implémentation d'un taux d'incorporation de 40% cette année, mais compte tenu de la hausse des prix et des incertitudes aussi concernant la date d'implémentation exacte pour ces nouvelles réglementations de taux d'incorporation, on a reporté à plus tard
cette augmentation de demande, et donc du coup, ça se traduit par une anticipation un peu plus faible dans nos prévisions. Alors, en ce qui concerne à présent le maintien ou la continuité des politiques de soutien aux agrocarburants dans le temps, on observe que la hausse des prix a conduit déjà certains gouvernements à modifier leur politique de soutien. Quand on compare dans différents marchés l'évolution du prix des agrocarburants par rapport au prix des carburants fossiles, on voit que les prix du biodiesel ont augmenté davantage que ceux du diesel aux États-Unis et en Europe. Vous pouvez voir sur le graphique de gauche. Et c'est aussi le cas de l'éthanol par rapport à l'essence en Europe. Mais par contre, le graphique de droite pour le biodiesel et le graphique de gauche pour l'éthanol. Et c'est aussi le cas donc, de l'éthanol par rapport à l'essence en Europe. Le prix de l'éthanol a augmenté plus vite que le prix de l'essence en Europe. Mais par contre, ce n'est pas le cas aux États-Unis où l'éthanol est resté moins cher que l'essence. Si bien que le gouvernement aux États-Unis a décidé d'autoriser des taux d'incorporation à 15% pour l'éthanol pendant l'été, pour aider à limiter l'augmentation de la facture en termes des ménages en termes de carburant. Il y a seulement 2% des stations d'approvisionnement qui peuvent procurer ce taux d'incorporation à 15%. Et donc, on pense que ce changement de politique aura un effet relativement limité en 2022. Il y a aussi d'autres gouvernements qui, au contraire, ont proposé de réduire les taux d'incorporation réglementaires du fait des prix des agrocarburants à la hausse, et notamment la Finlande, par exemple, qui va réduire les taux d'incorporation de 7,5 points de pourcentage en termes énergétiques en 2022 et en 2023 pour limiter l'augmentation du prix des carburants à la pompe. Alors, la croissance future de la consommation dépendra des différents arbitrages qui vont être faits entre un ensemble de facteurs variés suivant les pays. Donc, à prendre de tous ces facteurs qui sont à prendre en compte, il y a d'une part l'évolution de la demande de transport, les prix du pétrole qui sont durablement élevés conduisent à un ralentissement de la croissance économique et peuvent aussi atténuer la demande de transport et donc celle d'agrocarburants. Il y a d'autre part le prix des matières premières. On voit qu'il y a 10 gouvernements à l'heure actuelle qui ont réduit ou qui envisagent de réduire les taux d'incorporation réglementaires à cause de prix élevés des agrocarburants. Et il n'y a que les États-Unis qui, pour le moment, envisagent d'accroître les taux d'incorporation d'éthanol pour réduire les coûts, parce qu'on a vu que l'éthanol était resté moins cher que l'essence. Il y a également les considérations autour de la sécurité énergétique. Les agrocarburants représentent 2% de la demande mondiale de pétrole. Donc, ils contribuent, alors dans une certaine mesure, de façon un peu limitée, mais quand même à tempérer la dépendance au pétrole. Il y a la question des émissions de gaz à effet de serre. On sait que les agrocarburants peuvent constituer un axe important dans les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme. Donc, le niveau d'ambition des différents gouvernements en matière d'émissions de gaz à effet de serre va aussi jouer sur la politique de développement des agrocarburants. Et puis enfin, il y a la question de la sécurité alimentaire, avec la limitation des cultures dédiées aux agrocarburants pour des raisons de sécurité alimentaire qui est déjà en discussion dans certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur la situation des marchés de l'électricité renouvelable et des agrocarburants. Et maintenant, je suis ravi de prendre des questions s'il y en a. N'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup, François. Je pense que pour le moment, on a reçu 2 questions. Si les participants ont d'autres questions, nous sommes là à votre disposition. Alors, la première question qu'on a reçue, et on va voir si on peut la répondre tout de suite ou si on vérifierait en interne et si on partagera avec les participants plus tard. Mais la première question, quels sont les coûts moyens de production des énergies renouvelables par source primaire, solaire et éolien? Je ne sais pas si on a des chiffres comme ça sur tête, mais François? Je ne les ai pas comme ça dépend également
de leur lieu d'implantation, du potentiel solaire et éolien là où elles sont implantées. Je ne sais pas si la question parle du LCOE, du Levelized Cost of Energy. Donc ça dépend d'un ensemble d'hypothèses. On peut éventuellement donner des fourchettes, mais il n'y a pas de valeur définitive. Et par ailleurs, ces coûts-là évoluent assez rapidement, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec l'évolution rapide du coût des matières premières qui impacte directement les coûts les coûts fixes, les coûts capitaux, qui sont des coûts assez importants dans les énergies renouvelables. C'est essentiellement les coûts d'investissement qui définissent au final l'ensemble des coûts sur l'ensemble du projet, puisqu'il y a très peu de coûts de maintenance et d'entretien. L'évolution de ces coûts de matières premières impacte assez rapidement, fait que ces coûts d'énergie renouvelable peuvent fluctuer dans le contexte actuel. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a les conditions de production qui elles vont déterminer la quantité d'énergie produite sur l'ensemble de la durée des projets, et donc le coût de l'énergie rapporté au mégawattheure produit. Oui, je rebondis, juste pour rebondir sur un de tes points, ça dépend forcément de la juridiction, du contexte spécifique du projet, des conditions de financement, des termes contractuels qui auront été négociés au cas par cas. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui peuvent jouer un rôle sur le prix final du kilowattheure. Le coût d'accès au financement est en effet un paramètre. Voilà. Ok, j'espère. François, tu partages encore ton écran si tu veux peut-être arrêter le partage. On a encore une autre question par rapport au Brésil. Là, je ne sais pas si on aura ça en tête, mais on va essayer. Quelles sont les mesures incitatives concernant le PV décentralisé au Brésil? Alors, au Brésil, je n'ai pas le détail des mesures sous les yeux. Je vais voir si je retrouve rapidement. C'est essentiellement des mesures qui concernent le net metering, apparemment, pour le photovoltaïque distribué, être assez incitative pour l'autoconsommation. Je n'ai pas plus de détails là-dessus, si vous voulez, pour contacter l'analyste plus spécifiquement en charge. Merci François. Je ne sais pas si j'étais la seule à avoir des problèmes à t'entendre. Il y avait peut-être un problème avec ton micro. J'espère que c'est... Je ne t'entends plus très bien. Ah oui, juste, il y a plusieurs questions par rapport aux présentations et aux slides. Juste pour vous rassurer que l'enregistrement de ce webinaire sera mis à disposition sur YouTube, sur la chaîne AIE, et ainsi que les slides. Donc, vous aurez accès à tout ça sur notre chaîne YouTube. Il y a encore quelques questions et il y en a une que j'aime bien, mais il n'y a pas forcément une réponse. Par rapport au TRI Equity, qui serait raisonnable dans un contrat d'achat d'électricité solaire. Donc, je peux peut-être commencer, je te laisserai me compléter, François. Mais encore une fois, là, ça dépend vraiment de
de les parties prenantes qui sont impliquées, du pays, de la perception de risque qui est liée au projet spécifique, encore une fois des conditions de financement et de négociation, parce que le TRI est vraiment lié à la perception de risque. Plus un projet est dérisqué, moins il y a de justification pour que le TRI soit élevé. Donc, je dirais que si il y a des conditions spécifiques dans un projet pour dérisquer ce projet et que, dans ce cas, on parle de equity, donc des actionnaires, pour se faire rembourser, pour se faire payer. Bon, en gros, pour dire que si on peut faire dérisquer ce projet, le TRI aura tendance à être un peu plus bas. Si on ne peut pas faire dérisquer le projet, le TRI aura tendance à être un peu plus élevé. Je ne sais pas si tu veux me compléter, François. Non, je crois que tu as répondu à l'ensemble sur le equity, tu as dit l'essentiel. Super. Je vois qu'il y a une question aussi sur les sources pour les biocarburants. Même si c'est des questions là. Est-ce qu'elles dérivent essentiellement des substances comestibles qui sont encore convoitées par l'alimentation humaine? Alors, oui, en bonne partie encore, les agrocarburants sont encore faits en bonne partie à base de maïs, de sucre, d'huile végétale, qui, elles, sont utilisées pour l'alimentation et qui, à l'heure actuelle, dont les prix à l'heure actuelle atteignent des records encore jamais atteints. Alors, il y a des agrocarburants de deuxième ou troisième génération qui, eux, par contre, peuvent être basés sur les résidus des plantes et donc qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine, mais à l'heure actuelle, sur le marché qui existe, c'est encore le cas, il y a de la compétition là-dessus, pour les technologies existantes. Super. On a aussi d'autres questions par rapport aux agrocarburants. Je ne sais pas, François, si tu veux les prendre. Elles sont sur le Q&A par rapport aux tendances d'utilisation des énergies bio en Afrique. Alors, je n'ai pas beaucoup de données sur l'utilisation des agrocarburants en Afrique, qui est très peu développée à l'heure actuelle. Les marchés clés restent quand même le Brésil, les États-Unis et puis des pays du Pacifique. Donc, il y a vraiment un très faible développement à l'heure actuelle en comparaison des agrocarburants en Afrique. Après, il y a un développement pour tout ce qui est biomasse pour d'autres secteurs, plutôt au niveau de l'usage de chaleur renouvelable, pas pour le transport comme ça. Super. Il y a aussi une question un peu piège par rapport à l'augmentation des prix des matières premières. On peut peut-être commencer par dire que le facteur le plus immédiat, c'est vraiment les contraintes. D'ailleurs, j'ai mentionné au début des contraintes dans des chaînes d'approvisionnement liées depuis que la pandémie a commencé. Et forcément, ça met beaucoup de pression et ça fait augmenter les prix. Ça crée des étranglements. Je ne sais pas si François, on pourra en discuter d'autres. Oui, alors oui, c'est tout à fait ce que tu as dit. Alors, il y a les contraintes tout ce qui est problématique d'approvisionnement qui crée une sorte de pénurie dans certains cas et qui, du coup, pour des mécanismes d'offre et de demande, augmente les prix sur les marchés. Et par ailleurs, il y a aussi ça joue sur différents types de matériaux et notamment sur les carburants fossiles, pétrole et gaz, qui, eux, sont des intrants dans les processus de fabrication d'un certain nombre de matières premières et de produits transformés, de matériaux, et qui également jouent sur les coûts du transport. Et donc, du coup, c'est vraiment un ensemble de mécanismes et de boucles de rétroaction au niveau macroéconomique qui fait que la hausse des matériaux, la hausse des énergies se répercute sur la hausse de production des matériaux, qui se répercute sur la hausse des prix des produits finaux, etc., et sur lequel s'ajoute la hausse de prix des transports également,
et de toute la chaîne d'approvisionnement. En fait, c'est multifactoriel, mais ça repose sur des mécanismes d'offre et de demande et de marché, fondamentalement. Plus, il peut y avoir également de la spéculation qui s'y rajoute, même si c'est assez difficile de savoir quelle est vraiment la part de spéculation et la part d'équilibre offre-demande. Absolument. OK, on reçoit encore beaucoup de questions, ce qui est super. Il y a une question liée, alors je vais peut-être la lire, on verra si on peut répondre. Avec l'évolution technologique du solaire, à combien doit-on envisager en termes de fourchette le prix de cession de l'énergie? Si je comprends bien la question, c'est le prix on parle peut-être des producteurs indépendants de l'électricité, le prix de vente, c'est ça? Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, je ne sais pas s'il s'agit à quel prix l'électricité doit être vendue compte tenu de l'évolution du prix du solaire. C'est une question qui est difficile à répondre, c'est une question qui est fondamentalement politique également. Ça dépend des mécanismes de rémunération qui sont mis en place. Par exemple, on continue de reposer sur des mécanismes de rémunération par merit order, c'est-à-dire par rémunération au coût marginal de la dernière unité de production d'énergie qui est nécessaire pour répondre à la demande à l'instant T. Alors, le coût de rémunération sera celui du marché et de cette production marginale de la dernière unité d'énergie qui permet de répondre à la demande. Après, s'il y a d'autres systèmes de rémunération qui sont mis en place, par exemple par obligation par tarif conventionné ou autre, c'est quelque chose qui se discute à un niveau plus politique et qui peut prendre en compte différentes considérations, notamment le coût le LCOE, le coût vraiment de production de l'énergie, et qui peut également peut-être aussi incorporer des éléments de coût de système, de services réseau rendus par certains types d'énergie, parce que certaines technologies procurent plus de stabilité au réseau que d'autres, et on peut envisager des mécanismes de rémunération pour la stabilité que certaines technologies procurent au réseau par rapport à d'autres. Par exemple, le solaire photovoltaïque est une production qui n'est pas pilotable, alors que l'hydroélectricité est une production qui est pilotable. Et donc, il peut y avoir dans certains cas des mécanismes de rémunération de ces capacités à stabiliser le réseau, qui peuvent aussi entrer en ligne de compte dans ces mécanismes de rémunération. Donc voilà, on ne peut pas donner de réponse, même pour donner une fourchette de prix, il n'y a pas vraiment de réponse unique, c'est vraiment une question politique au final de ce que l'on veut proposer comme type de rémunération qui permet à un système énergétique dans son ensemble de fonctionner de façon efficace. Absolument. J'ajouterais juste que dans certains contextes dans le continent, comme les mécanismes de marché en fonction aussi du modèle de marché électrique, on verra plus souvent des contrats à long terme, donc les contrats d'achat d'électricité, donc avec des prix qui sont un peu figés, avec des mécanismes de révision bien sûr, mais dans l'ensemble des prix figés. Donc ça dépend encore une fois, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, ça dépend vraiment du contexte spécifique du pays, des conditions qui ont été créées avec les producteurs indépendants qui opèrent dans le pays. Et donc, voilà, juste pour rebondir ce que François a dit, que c'est vraiment difficile de vous donner une fourchette parce qu'il y a tellement de paramètres, ça dépend tellement du contexte que c'est difficile de répondre ça de façon unique. OK, il y a une autre question. À l'allure de l'évolution de l'énergie solaire, quel est votre point de vue par rapport au marché de l'hydroélectrique au égard des enjeux climatiques? C'est une très bonne question, ça. Alors, je ne sais pas si je répondrai. Je ne sais pas si je vais bien répondre à la question qui est posée. Je ne sais pas si cette question, si la question qui est derrière, c'est est-ce que l'hydroélectrique a encore un avenir ou pas. Je ne sais pas si c'est bien de ça qu'il est question. C'est un peu ma lecture, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, ce sont deux sources d'énergie qui sont tout à fait complémentaires et qui ont chacun leur rôle à jouer.
L'hydroélectrique, au niveau mondial, c'est de loin la source d'électricité renouvelable la plus importante. Je peux d'ailleurs vous recommander le rapport Focus qu'on a fait sur l'hydroélectricité l'an dernier. Vous trouverez sur le site de l'AIE. Mais l'hydroélectrique a des avantages essentiels par rapport à d'autres énergies renouvelables, notamment le fait que c'est une énergie pilotable et que ça procure du stockage de l'énergie. Et en ce sens, elle peut vraiment contribuer à assurer une certaine robustesse du réseau, une fiabilité de la fourniture d'énergie. Et donc, elle rend des services en termes de fiabilisation du réseau et de capacité à incorporer les énergies renouvelables variables ou intermittentes de façon beaucoup plus facile. Donc, ces deux sources, ce sont des sources d'énergie qui sont tout à fait liées. Et par ailleurs, le coût de l'hydroélectrique est lui aussi assez variable, c'est-à-dire ça dépend énormément de chaque site de production spécifique. Il y a des contraintes vraiment très spécifiques site par site et installation par installation, suivant la taille, suivant le type de barrage, suivant les contraintes hydrologiques, etc. Et aussi dans le futur l'évolution des conditions climatiques et hydrologiques liées au changement climatique notamment. Donc voilà, c'est assez difficile de comparer directement le coût parce qu'on a des fourchettes de production qui sont assez larges pour chacune de ces deux technologies. Le coût du solaire, en effet, diminué de façon spectaculaire au cours des dernières années. On pense que ça peut continuer encore pendant quelques années, mais on ne sait pas, on ne sait pas si ça va continuer au même rythme non plus, probablement que ça va s'atténuer un petit peu. Mais encore une fois, le coût n'est pas le seul élément à prendre en compte dans le choix d'un mix électrique. Il y a l'ensemble des spécificités de chaque technologie qui est à prendre en compte en termes de pattern de production, ou de temporalité de production, de saisonnalité de la production également, et de capacité ou non à être piloté, à stocker l'énergie ou non, etc. Donc l'hydroélectricité a tout à fait sa place dans l'unité énergétique future, quand bien même le prix du solaire continuerait à décroître. Je crois que tu as bien répondu à la question. On a encore le temps pour peut-être prendre peut-être deux dernières questions avant de terminer. Il y a une question encore par rapport aux biocarburants. Est-ce que les biocarburants produits actuellement dérivent essentiellement des substances comestibles qui sont encore convoitées par l'alimentation humaine? Je crois qu'on a répondu à cette question-là juste avant. Ah, pardon, j'ai peut-être raté ça. OK. Oui, en grande partie à l'heure actuelle, c'est le cas. Mais il existe des technologies de seconde ou troisième génération qui, eux, n'entrent pas en compétition, mais ce n'est pas à l'heure actuelle le bon marché. OK, on a une autre question qui vient d'arriver. Comment les services en charge de la promotion des énergies renouvelables peuvent-ils bénéficier des fonds générés par le principe pollueur-payeur? Alors, le principe pollueur-payeur, il faut encore qu'il se traduise par des politiques concrètes. Si c'est le cas et qu'en effet, il y a des fonds qui permettent d'être mis à disposition des énergies renouvelables, en effet, elles en bénéficieraient, par exemple. Ça rejoint la question plus générale de l'internalisation de ce qu'on appelle les externalités des pollutions générées par certains types de production, notamment fossiles, avec les questions de particules fines et d'émissions de gaz à effet de serre. Et auquel cas, s'il y a des politiques qui incorporent des principes de type pollueur-payeur et que les fonds générés par ce type de mesures désincitatives sources polluantes, il peut y avoir donc une forme de double dividende, en quelque sorte, pour les énergies renouvelables qui, d'une part, du coup, trouvent leur compétitivité coût améliorée par le fait que les sources les plus polluantes deviennent plus chères puisqu'elles seraient soumises à ce principe pollueur-payeur, et d'autre part, les fonds générés par la mise en place de ce type de politique pourraient venir subventionner le développement des énergies les plus propres. Donc voilà, il peut y avoir un effet double de ce type de mise en place
de réglementation, d'incitation et de désincitation. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Alors, c'est une question auquel on n'a pas encore répondu. Ici, une question par rapport au lien entre la croissance de la demande et le développement économique. Peut-être qu'on peut parler un tout petit peu de ça. Oui, oui, voilà, la croissance de la demande ne dépend-elle pas aussi du développement économique? Tout à fait. C'est lié. Alors, bien sûr, dans ce que l'on entend par développement économique, il y a différents types il y a différentes formes possibles de développement économique. Il peut y avoir des choix politiques effectués sur le fléchage ou l'orientation de certains types d'investissements sur certains secteurs de l'économie par rapport à d'autres. Et dans certains cas, on peut choisir de développer prioritairement certains secteurs comme les énergies renouvelables ou d'autres secteurs. Voilà, donc il y a un choix politique qui joue là-dessus, mais c'est sûr que dans des pays à un niveau de développement économique plus fort, il y a davantage de ressources économiques pour permettre le développement des renouvelables. Le coût d'accès au financement est également plus bas. Donc la demande aussi pour des projets renouvelables sera beaucoup plus forte du niveau de développement économique également. Alors, je ne sais pas si c'était la croissance de la demande d'électricité ou la croissance de demande pour des... J'ai compris que c'était de l'électricité, mais c'est vrai que ce n'était pas écrit. D'accord. Mais j'ai compris que c'était la demande de l'électricité, donc voilà. Mais pour la demande d'électricité, c'est tout à fait vrai, en effet, que le développement économique entend une croissance de la demande, notamment d'électricité, qui questionne évidemment les modes de développement et les trajectoires de développement choisis par les différents pays et qui pose la question de leur soutenabilité dans le temps. C'est vraiment des concepts interliés, parce que plus on a le développement économique, plus on aura la demande électrique, mais plus on a on a peut-être plutôt d'offres électriques, plus on aura développement. Donc, c'est un peu les deux sont liés. OK, on a une dernière question par rapport à l'hydrogène. Je ne sais pas si on peut essayer de répondre, sinon on répondra la prochaine fois. Oui, pardon. La production d'hydrogène par beaucoup d'électricité, face aux besoins critiques de satisfaction et demande d'énergie. Je peux te lire pour toutes les participants qui ne pourront pas le lire. La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau nécessite beaucoup d'électricité. Face aux besoins critiques de satisfaction de la demande d'énergie et les problèmes d'accès, est-ce que le retour sur investissement est là ou bien il faut d'abord régler le problème d'accès en Afrique subsaharienne? Une question très large, très pertinente. C'est une question complexe. Alors, certes, donc la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau nécessite de l'électricité parce qu'en fait, on produit un vecteur énergétique. Donc, en fait, on transforme de l'énergie sous une forme en énergie sous une autre forme. La production actuelle d'hydrogène à l'aide de sources renouvelables est en effet coûteuse. Ça donne un vecteur énergétique qui est assez coûteux au final. Donc, ce n'est peut-être pas le vecteur principal en ce qui concerne, enfin, le vecteur à privilégier en ce qui concerne la réponse à des problématiques d'accès à l'énergie. Après, la question du retour sur investissement est assez compliquée. On est à un stade de développement encore très jeune de l'hydrogène à base d'énergie renouvelable. Enfin, il y a très peu d'économies d'échelle encore à l'heure actuelle. On peut s'attendre à des coûts en baisse sur des économies d'échelle sur la fabrication des électrolyseurs, etc. dans le futur. Donc, les coûts d'hydrogène pourraient baisser quand même. Mais l'hydrogène restera pour les années à venir un vecteur énergétique coûteux qu'il faudra flécher là où il y a des secteurs qui sont particulièrement difficiles à décarboniser par d'autres moyens que par exemple, il y a des secteurs qui sont difficiles à électrifier directement, il y a des secteurs qui sont difficiles dont la sortie des énergies fossiles est assez difficile aussi à effectuer. Et pour ces secteurs-là, il est possible que l'hydrogène réponde à des besoins particuliers et trouve une niche
dans laquelle il pourra jouer un rôle dans la transition énergétique. Après, la question, l'hydrogène n'est pas envisagé comme un vecteur permettant de répondre aux questions d'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne à l'heure actuelle. Des technologies plus simples, plus directes, comme le photovoltaïque, l'éolien, mais aussi le solaire thermique, davantage à ce genre de problématiques-là. Les foyers améliorés aussi pour utiliser de la biomasse de manière efficace et moins polluante que les usages, comme on appelle les usages traditionnels de la biomasse, en foyer ouvert, etc. Et énormément aussi de potentiel dans le développement des usages améliorés de la biomasse. Et puis, il y a également des technologies qui se développent, d'ailleurs, un peu nouvelles pour les usages de la chaleur renouvelable. Il y a ce qu'on appelle du PV to heat, donc on connecte directement des panneaux photovoltaïques à des résistances, à des chauffe-eau électriques, sans avoir besoin de passer par un inverter, par un inverseur, ce qui du coup permet d'avoir un système qui est à la fois très fiable, à un coût qui est modéré, et avec une facilité d'installation. C'est vraiment quelque chose qui est simple à installer, et on voit qu'au cours des 5 dernières années, il y a plus de 12 000 systèmes qui ont été installés déjà en Afrique du Sud pour une technologie qui est tout à fait, qui est assez émergente. Ça repose sur des technologies éprouvées, mais l'assemblage de technologies est assez nouveau, et ça donne en fait lieu à une option qui est tout à fait bon marché, simple, robuste, etc. Et en termes d'accès à l'énergie, ça répond du coup avec je ne sais pas si on peut en dire, c'est pas vraiment du low-tech, mais on s'approche de systèmes vraiment simples et dont la diffusion permettrait de répondre à des problématiques d'accès à l'énergie. Super. Et je pense qu'avec ceci, on arrive au bout de notre temps aujourd'hui. Donc, on vous remercie beaucoup pour toutes vos questions très intéressantes et qui ont un peu animé la discussion. Ça fait un plaisir. Encore une fois, tout ça sera mis sur YouTube, sur la chaîne AIE, et au plaisir de vous accueillir à nouveau dans la prochaine séance annoncée brièvement. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et bonne journée.